quand on fait un mini-sondage sur nos réseaux sociaux en vous demandant qui sont vos sportives françaises préférées, dans l'ordre ou dans le désordre, parce qu'elles vraiment elles sont dans un mouchoir de poche, c'est Laure Manodou, je pense qu'on va en parler avec Gérard, c'est Jeanne Longo et c'est Florence Artaud. Voilà ce que donne notre mini-sondage sur nos réseaux sociaux. Ça nous fait plaisir de le retrouver. Il est de plus en plus élégant, normal. Il revient de Rome, où il habite désormais. Magnifique. Alors, comment on ça parle fait partie de la culture italienne, d'être élégant le soir. Dîner chez les copains, on met cravate, blazer. C'est systématique. Et les femmes mettent des robes. Oui. Et alors là, en plus, là, il m'arrive un truc, mais alors... Il y a une grande marque italienne de vêtements qui, pour l'instant, ils ont Hervé Kettel, qui est en photo dans la rue. Alors, on n'a pas le droit de donner la marque. Vous vous souvenez, Gérard, quand on fait de la télé sur le service public... On ne donne pas la marque. Non, on ne donne pas la marque, ça commence juste par un B. Voilà. Je vais remplacer Hervé Kettel. Non. Et c'était la marque de James Bond, Pierce Brosnan, pareil. Et là, ils m'ont dit, Gérard, voulez-vous porter mon blazer? Je dis, bah oui. Mon blazer. Voilà. Si, adesso, mais comment ils vous ont connu comment? Comme ça? Non, j'allais dire des bêtises. J'allais dire des bêtises énormes. Ça s'est passé à Saint-Ouen. J'étais en train de déjeuner avec mon fils dans un bistrot, au Puce, dans un bistrot avec mon Antoine et avec Audrey, sa fiancée. Ouais. La directrice artistique était à 2 tables. Oui. On va dire sur ma gueule, sur ma tête. Elle ne me connaissait pas. Elle a dit sur ma tête. Mais on la je comprend. le Ça s'appelle veux. un casting sauvage. Casting sauvage. On la comprend. Bien sûr. On parle un peu de son magnifique. bouquin ou pas, Sophie? Parce Mais que bien Gérard n'aura sûr, pas le temps alors, autrement. alors, Gérard, allons-y. Honneur aux femmes. Oui. Et d'ailleurs, pour rendre hommage à sa femme, Gérard a pris une décision importante, celle d'aller la suivre par amour. À Rome. Et À la Villa d'arrêter. Médicis. Voilà. Il y a pire. Il y a pire. À c'est chaque vrai. fois, on me dit ça, oui, il y a pire. Maintenant, il y a pas pire, il y a plus de bonheur. C'est la plus belle vue de Rome. Hein. Bon, on va peut-être parler du bouquin, les amis. Moi, je veux bien, Gérard. Moi, ça m'intéresse. Qui est idéal pour la fête des pères. Très bien, il est très bon mon promo, Gérard. Donc, les 100 histoires de légende du sport féminin écrites avec le fiston Julien Holz, donc Gérard et Julien. Donc, vous passez en revue donc des sportives. On va commencer par quelques mots en 1808, Marie Paradis. Racontez-nous le destin de cette femme, destin incroyable, Le Gérard. 14 juillet 1808, Marie Paradis, qui ne connaît rien à la montagne. Elle est juste serveuse dans un bar à Champs-Rousse, à côté de Chamonix. C'est pas l'ancêtre de Vanessa Paradis, rien à voir. Peut-être. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si vous, à chaque fois vous en sortez une comme ça, Sophie. Donc, Marie est serveuse dans un bar. Il y a un guide qui est là, qui s'appelle Balma, qui lui a conquis le Mont Blanc quelques années avant, qui lui dit, Marie, pour la publicité pour ton bar, il faut que tu montes, il faut que tu grimpes, il faut que tu fasses le sommet. Je n'y connais rien, dit-elle. On va t'emmener. Et en robe et en gros souliers, c'est-à-dire sans équipement vraiment, elle a conquis le Mont Blanc en 1808. C'est dingue. En robe. Magnifique. C'est dingue. Je signale que Gérard a emmené Elle est quelques rentrée animatrices de France 2 comme ça à l'époque. On l'a fait ensemble avec l'a Sophie. fait ensemble. Voilà. Sophie, on a avez fait fait le Mont ensemble le Blanc. Mont Blanc. Oui, après 1808, Oh, en bah, après ça, oui, 1989. mais Et voilà. Sophie a fait le Après. sommet avec un courage formidable. Bah, Bravo, oui, Sophie, bien d'abord. sûr, bien Bon, sûr. Gérard, Amélie Mauresmo, vous dites première et seule française numéro 1 mondiale de tennis. Juste avant de vous donner la parole, on a retrouvé des images. Regardez, elle est toute gamine. Regardez, Amélie Mauresmo. Alexia Philison, 13 ans et demi, Amiens. Annie Cocheteau, 15 ans, Tesséméru. Amélie Mauresmo, 14 ans, Tesséméru. Magali Lamar, 15 ans, Tesséméru. À cet âge, la hiérarchie n'est pas établie et donc fluctuante. Mais indéniablement, c'est Amélie Mauresmo qui vient de frapper le plus fort. Lors de l'Orange Bowl à Miami, l'officieux championnat du monde minime, elle ne s'est inclinée qu'en finale. C'est d'ailleurs certainement un des exploits de l'année passée. Comme j'ai abordé les petits as l'année dernière, c'est-à-dire assez tranquille, quoi. Mais tout en ayant un objectif quand même, c'était de gagner. J'étais finaliste, c'est bien quand même, c'est très bien. Commentaire de Thierry Adam, Ouais. déjà, qui avait senti le talent. J'ai toujours admiré Amélie Mauresmo pour tout. Non seulement d'abord pour sa vie de femme, qui a eu l'audace et l'honnêteté de dire « moi je suis homosexuelle, je vis mon amour et maintenant elle a des bébés et elle vit ça jusqu'au bout ». Bravo, bravo Amélie, et puis surtout au point de vue tennis. C'est une battante. Et qui ensuite, on le raconte dans le livre, là, Les 100 histoires de légende, donc chez Grunt, qui est un très bon éditeur, et qui est un cadeau idéal pour la fête des pères et la fête des mères qui vient de passer. On le raconte, c'est la première fois où une femme était
entraîneuse d'un homme, d'Andy Murray. Et elle lui a apporté beaucoup de choses d'intelligence sur la terre battue. C'est la seule Française numéro 1 mondiale de tennis, quand même. Oui, alors dans le passé, on a eu de très grandes championnes comme Suzanne Lenglen en particulier, ou Simone Mathieu qui a gagné Roland-Garros, etc. Mais elle, en plus, puis elle a gagné Wimbledon. Laure Manodou, qu'est-ce qu'on peut dire qui n'a été dit sur Laure Manodou, grande championne, qui formait quand même avec son entraîneur, Philippe Lucas, un sacré tandem, on est d'accord. Ces deux-là, c'était... Lui, la grande gueule, elle, le grand talent. Laure qui nous a transportés de par sa beauté, son charme, son talent énorme lorsqu'elle a gagné à Athènes. Ça nous a... Enfin bref, on pleurait, on criait. Derrière, hein. Bref, Ouais. et ensuite à Londres, quand elle tombe dans les bras de son frère qui vient de gagner le 100 mètres, alors là, c'est une image. Elle enjambe la barrière et puis regardez ça, de la championne qu'on attendait depuis longtemps et qui a été en fait un peu le détonateur pour les équipes de France, garçons et filles, au cours des années qui ont suivi. Ouais. On va évoquer Sophie Florence Artaud. Florence Artaud, évidemment. La petite fiancée de l'Atlantique, c'est ainsi qu'on l'a surnommée. On va voir des images avec beaucoup d'émotion. Je vous rappelle qu'elle nous a quittés tragiquement dans un accident. Regardez ces images. Je suis navigatrice et ma passion et ma vie, c'est de courir les océans sur des multicoques en course. J'ai jamais eu d'émotion aussi forte que celle que j'ai pu avoir en mer. Ce qui m'a attirée dans la mer, c'est avant tout un besoin de liberté, un besoin d'aventure, un besoin de solitude. La seule chose que je recherche dans la vie, c'est l'amour. Il y a plus de chances de se faire mal en faisant du bateau que participer à un championnat du monde de ping-pong. Enfin bon. Une femme hors norme dans tous les sens du terme, en émotion, en énergie, en sensibilité. Et c'est vrai que c'est sans doute ce qui lui a manqué le plus, c'est peut-être d'avoir une très grande et très belle histoire d'amour. Elle a eu des aventures, un peu comme en mer, mais Florence méritait une grande histoire d'amour. On le raconte dans le livre, 3 fois avant de mourir, elle a échappé à la mort. Un accident de voiture terrible quand elle est jeune, donc avant 20 ans, elle en réchappe. Ensuite, cette histoire incroyable, elle est toute seule à bord de son bateau, au-delà du Cap Corse. Elle tombe en arrière et elle est sauvée par son téléphone portable étanche, où elle appelle sa maman. Et ensuite, un hélicoptère vient la chercher. En pleine nuit, sa maman qui entend son téléphone. Incroyable. Et puis ensuite, il y a cet épouvantable accident en Argentine des 2 hélicoptères pour l'émission Drop, là. Un destin de folie pour une femme qui était, je vous le dis, hors norme. C'est l'occasion peut-être de redire qu'à l'époque, on avait fait des unes à l'époque où elle avait gagné quoi, la course du Rhum. Oui, la route du Rhum. Ça a été la première femme à gagner cette course, je crois. Et en plus, avec une hémorragie. Ce qu'on a peu dit, c'est qu'elle a terminé, elle était épuisée absolument. Elle a eu une hémorragie dans les dernières heures de la course, quand elle est arrivée et qu'elle soulève la lanterne, enfin bref, le feu d'artifice. À ce moment-là, elle est au bonheur et en même temps, physiquement, elle est complètement épuisée. Et l'équipe avait fait un titre maladroit, justement, je ne sais plus, genre elle en a ou un truc comme ça, et c'était... Il y a même des gens qui ont dit que c'était un marin, c'est-à-dire que c'était une femme qui était un marin. Mettons-le au féminin. C'est un plaidoyer, mon livre, Bah oui, vraiment. c'est pour ça que je dis ça, c'est pour ça que je souligne cette anecdote. Oui, mais bien sûr, parce que, en fait, pendant des années, j'ai été entouré par quelques patrons qui ne voulaient pas voir de femmes à l'antenne en sport. Et par bonheur, aujourd'hui, tout a changé. Entre les Yanetta, Iturburu, et puis chez nous, entre autres, Céline Géraud, entre autres, voilà. Par bonheur, on a maintenant à la fois des professionnels, et puis qui apportent leur sensibilité, leur féminité dans les rapports humains, dans les rapports sociaux. Ça fait beaucoup de bien, mais pendant des années, donc, le sport a été macho, y compris dans la presse et dans la télévision. Ce livre-là est un plaidoyer pour l'égalité et le respect. Si vous ne deviez en garder qu'une parmi les 100, moi, l'histoire de Labrosse me plaît bien parce que c'est un mélange d'audace et d'amour. Geneviève Labrosse. Faites-le dans un jeu quand vous dînez avec des copains et des copines. Demandez-leur On est en 1799. En quelle année la première femme a sauté en parachute? Non, c'est aussi vrai, c'est aussi vieux que ça. 1799, c'est-à-dire on est avant Napoléon, on est pendant la Révolution française. Comment elle est montée? Alors, elle est montée en ballon.
C'est son homme, en fait, c'est son amoureux qui a inventé le parachute, qui s'appelle Garnerin. Il invente le parachute pendant la Révolution. Lui, il saute 2 ans avant. Il est sûr que ça marche. Et il lui dit, chérie, mon amour, tu veux être la première, ça va être génial. Tu vas tester mon parachute. Elle monte en ballon au-dessus du parc Monceau, 900 mètres d'altitude. Et elle saute, et elle atterrit saine et sauve. Je trouve que c'est une audace et en plus une belle preuve d'amour, d'avoir confiance. Ouais. D'avoir confiance. Le parachute du mari. Mais vive le sport et vive l'amour. Il est magnifique. Il est trop Donc fort. ça sort chez... Ils sont vénères, les Italiens, de l'avoir. Oui, Grune, Sophie. Ouais. Grune, 100 histoires de légendes de sport. Dans toutes les bonnes librairies. Si et vous croisez un certain Pierre Sled à Rome, vous l'embrassez de ma part. Mais je l'adore, on joue au golf ensemble. Je sais, ouais, j'ai bien compris.